Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Bienvenue à votre enquête sur les enjeux éthiques, techniques, légaux, sociaux en intelligence artificielle. Dans cet épisode, nous allons explorer nous allons ajouter un autre volet à notre exploration de l'avenir de l'intelligence artificielle en éducation. On va voir les enjeux éthiques et pédagogiques de l'intelligence artificielle dans nos écoles et institutions universitaires. On va également parler des besoins peut-être de celles et ceux qui fréquentent ces institutions puis qui souhaitent assurément éviter d'être submergé, je dirais, par la vague de l'intelligence artificielle. Et pour m'accompagner, j'ai la chance d'avoir deux acteurs, actrices importantes et importants dans cette réflexion. La première, elle est professeure au département de marketing de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, pour les intimes. Elle s'intéresse au comportement du consommateur numérique et à sa participation en ligne. Sandrine Prom-Tep est avec nous. Bonjour Sandrine. Bonjour. Ça va Bonjour bien? Jean-François. Ça va très bien, merci de nous recevoir aujourd'hui. Merci d'être là enfin. On a passé à travers toutes sortes d'épreuves, mais là, on est là ensemble. Tous les deux, en fait, tous les trois, puisque le second, il est professeur au Collège Bois de Boulogne. C'est aussi à Montréal. C'est également un professionnel des médias numériques. Il a œuvré au développement de plusieurs projets interactifs, numériques, éducatifs, notamment à Radio-Canada. Bruno Santerre est là. Comment ça va, Bruno? Salut Jean-François, oui, ça va bien, merci beaucoup de nous accueillir. Merci d'être là tous les deux, un gros trio. On va commencer par Sandrine, tiens, première question. Sandrine, marketing. Comment on part du marketing puis on se retrouve en intelligence artificielle? C'est quoi le cheminement derrière tout ça, là? Ah oui, ben écoute, le cheminement, c'est le numérique parce qu'en fait, c'est vrai que je suis désormais professeure en marketing numérique et c'est un peu un cheminement, je dirais, qui m'a amenée là parce que j'avais étudié l'interaction humain-machine dans le cadre de ma maîtrise, donc Ah en oui. communication interactive. Et puis finalement, rendu au doctorat, j'avais commencé un doctorat en informatique cognitive. Ça m'avait plus ou moins plu. Le programme était trop nouveau. C'était à l'UQAM à l'époque. Et j'ai rencontré dans le cadre d'une conférence Monsieur Nantel, Jacques Nantel, qui était professeur à HEC à l'époque, qui est rendu professeur émérite. Il a pris sa retraite. Mhm. Et lui était donc dans l'utilisabilité à cette époque-là. Donc, c'était le lien. Et il m'a dit, ben, pourquoi tu viendrais pas faire ton doctorat à HEC Montréal? Le web, les services numériques, ça va être l'avenir. Et donc, je l'avais rencontré et puis il m'avait offert Il n'y une avait belle pas tort, il n'y bourse. avait pas tort, hein? Il avait pas tort du tout. Non, non. Et donc, on s'est retrouvés comme ça à étudier le marketing numérique. Donc, c'était simplement un déplacement de contexte. Et là, bah, si tu veux, l'IA, à mes yeux, surtout l'IA générative, on est dans l'évolution au niveau des services du numérique. C'est ce qui va booster la prochaine Ouais. génération de services. Donc, c'est là que j'en suis rendue. Hmm. Donc, c'est vrai que ça peut sembler étrange, mais en fait, c'est assez Non, logique. c'est tout à fait logique. On voit le cheminement. C'est pas récent que l'humain discute avec la machine. Maintenant, il y a toutes sortes de façons sophistiquées de le faire. On y reviendra un peu plus tard. Bruno, maintenant. Bruno, le lien avec... je vois médias interactifs, médias numériques. Ça me semble effectivement un chemin peut-être plus naturel tracé vers les médias numériques boostés à l'intelligence artificielle. C'est ça le cheminement, Bruno? Écoute, l'IA générative est arrivée tout récemment, tu sais. Puis oui, en effet, c'est comme une étape supplémentaire, mais ce qui me préoccupe avec ma nouvelle carrière en enseignement, c'est le devenir des étudiants, tu sais. Mhm. Les étudiants qui arrivent au cégep aujourd'hui, dans 10 ans,
ils auront 27 ans, ils vont arriver dans cette société, dans cet écosystème industriel qui aura totalement changé. Et ma préoccupation maintenant, c'est de m'assurer qu'ils soient bien préparés à intégrer Beau défi. Cette nouvelle réalité. Oui, en effet, tout un défi. Beau défi, les préparer à l'intelligence artificielle. Pas juste sanctionner la triche, mais peut-être les préparer à leur donner quelques outils supplémentaires. J'aimerais commencer peut-être par parlant d'outils. On va parler du projet Literacia. Donc là, ici, audio, là, comprenez IA là, à la toute fin. Là, il y a les deux belles lettres qu'on aime tant. Le projet Literacia, c'est votre projet. Je sais que vous en avez parlé dans plusieurs médias, mais jamais à notre micro. Puis c'est un projet super intéressant. C'est quoi Literacia? Qui d'entre vous deux est le plus à l'aise pour m'expliquer tout ça? Là? Si tu permets, Sandrine, je vais commencer, puisque l'idée de départ provient d'elle, puis elle est humble, elle va pas le dire. Alors, c'est Sandrine qui a eu le premier flash au printemps, juste avant l'arrivée de ChatGPT. Elle avait l'intuition de travailler les robots conversationnels qui pullulaient déjà à l'époque, puis elle voyait un impact sur sa profession. Il y avait des opportunités de subventions interordres. Et donc, Sandrine m'a fait signe, puis on a eu cette idée de faire travailler nos étudiants en tandem, les miens sur le volet plus technique du déploiement d'outils avec les technologies de l'époque, puis Sandrine devait prendre le relais avec ses étudiants pour l'analyse plus scientifique des cas d'usage. Et là, ChatGPT est arrivé à l'automne 2022. Ça a fait un peu de bruit, je dirais, dans les universités. Ouais. Mais comme on y travaillait déjà, tu sais, on était bien placés, on a fait pivoter notre projet, et puis on a rapidement constaté qu'il allait s'opérer des grands changements dans la société, dans les entreprises, dans les écoles. Et puis, la nécessité de s'engager, pas juste nous, mais de se mobiliser comme communauté enseignante est devenue essentiel. Ça nous est apparu essentiel pour faire face à ce grand changement technologique. Puis, j'imagine qu'il y avait des besoins assez intenses là, quand on arrive avec ChatGPT comme ça, puis qu'on le met le feu aux institutions universitaires. C'était quoi peut-être voir les besoins des étudiants, les besoins des profs aussi. C'est quoi les besoins des enseignants, des professeurs, des chargés de cours, des conseillers pédagogiques? Est-ce qu'ils sont suffisamment compétents en intelligence artificielle en ce moment? Justement, au départ du projet, c'était le titre, un laboratoire pédagogique pour soutenir les enseignants dans leur appropriation de l'IA en enseignement supérieur. Donc, c'est vraiment parti de ce constat-là. On sentait déjà partout qu'on nous demandait de développer notre compétence en IA en tant que professeur, enseignant en enseignement supérieur. Et notre réflexion, c'était que ça allait se passer comme pour le numérique, c'est-à-dire que ça allait arriver bing bang boom et tout le monde allait devoir s'organiser tout seul avec la bibite. Et là, on s'est dit, c'est effectivement ce qui est arrivé, là. Ça fait bing bang boom, comme vous dites. Puis là, c'est au professeur de s'organiser, là. Exactement. Et là, on s'est dit, ça va arriver encore plus vite, encore plus fort, donc on devrait se préparer un petit peu plus. Et donc, c'est là où il y avait une forme d'intuition. Puis, Bruno est assez modeste aussi parce que il l'avait très bien vu. Et la volonté aussi était de travailler ensemble parce que ça faisait déjà plusieurs fois qu'on avait travaillé, nous, ensemble par le passé. C'est une amitié qui remonte à longtemps. Et donc, on n'avait pas eu la chance, depuis que tous les deux, on avait fait notre virage en enseignement supérieur, donc passer du privé comme personne qui œuvrait finalement dans le numérique, le web, etc. On n'avait pas eu la chance de retravailler, recollaborer dans ce cadre-là. Et là, c'était vraiment l'occasion rêvée, puisque le côté interordre permettait d'aller chercher à la fois le côté plus Qu'est-ce que vous voulez dire par développement. interordre? Ça fait 2 fois que
je le vois passer, ce mot-là, là, interordre. Oui, Moi, tu fais dans bien ma de tête, nous arrêter là-dessus. j'enseigne éthique et professionnalisme. Là. Dans ma tête, ça fait juste interordre professionnel, mais je suis convaincu qu'on n'est pas là, là. Non, en effet, c'est un terme du ministère. Interordre veut dire que c'est à la fois un projet qui couvre le cégep, les collèges, Ah, voilà. le collégial et l'universitaire. Parce qu'en enseignement supérieur, comme tu le sais, on a cette double réalité. Ben Et oui, souvent, c'est une réalité qui est, enfin, ce sont deux réalités qui sont assez séparées, oui, qui travaillent plutôt en silo. c'est vrai. Alors qu'en réalité, ben, l'enseignement supérieur, on peut le voir aussi comme un continuum. Ben oui, Et donc, voilà pourquoi c'était une occasion rêvée pour nous d'avoir cette subvention. Alors là, pour cette fois-ci, clairement interordre, ce qui voulait dire à la fois pour le collégial et l'université. Et il ben oui, fallait absolument qu'il y ait un professeur de chaque ordre, justement, l'ordre ben oui. collégial et l'ordre universitaire. Donc, préparer les profs, il y a des besoins. Les étudiants, eux, est-ce que à l'époque, vous faisiez les mêmes constats chez les étudiants? Est-ce que ben, peut-être en ce moment même, là, c'est qui les plus compétents en ce moment, là? C'est les étudiants, les profs, les gestionnaires, sont où les besoins les plus criants, là? Ouais, tu parlais de la compétence des collègues. Évidemment, ils sont tous compétents, mais les changements arrivent tellement rapidement et sont tellement profonds que tout le monde est un peu en déséquilibre actuellement. Ben oui. Puis la réalité, la question que tu poses, il n'y a pas une seule réponse, dépendamment des champs disciplinaires, dépendamment du dynamisme des facultés ou des départements et tout ça. La réalité change beaucoup. Puis pour revenir un petit peu à ta question, quels sont les besoins? Mais d'abord et avant tout, c'est des besoins de formation dans ce contexte-là où tout change vite. Mhm. Il y a des enjeux de ressources aussi. Les profs, les étudiants ont besoin d'expérimenter, mais on n'a pas toujours les bons outils, les bons Le contextes, le temps, c'en est temps, une tout à ressource, là, fait, qui tout nous à fait, manque tout à fait. criamment. En fait, pour revenir un peu à Littératia, c'est ça qu'on essaie de créer. Tu sais, c'est un contexte où les profs peuvent partager leurs bons coups, partager leurs ressources, s'entraider. Euh, puis en ce qui a trait aux étudiants puis au décalage entre Ouais. la compétence des enseignants puis la compétence des étudiants, à nouveau, c'est pas monolithique. Évidemment, pour peu que l'enseignant résiste à des inquiétudes ou se pose beaucoup de questions puis qui met pas les mains sur les touches, il y a un risque qu'il se fasse doubler très très rapidement par des étudiants qui eux sont curieux, qui explorent et qui cherchent aussi des stratégies pour optimiser Oui. leur temps de rédaction et tout ça. Ben oui, puis Puis ces outils-là sont plutôt utiles. Puis de votre côté, Littératia, ça, c'est quoi les genres d'outils ou de produits que vous avez développés là, pour ben, pour tous ces acteurs, actrices du domaine de l'enseignement? C'est quoi, à quoi avez-vous pensé là, comme outil pour leur proposer pour accroître leurs compétences en intelligence artificielle? il y a trois choses en particulier. On a commencé au début du projet par des capsules de formation. On a la chance de travailler avec un CCTT. Je ne sais pas si vous êtes familier. Les CCTT, c'est les centres Ah, va collégiaux de falloir expliquer transfert ces technologique. acronymes-là, là. C'est utile pour les initiés, là, mais pour les autres, pas du tout. Alors, les centres de transfert technologique, c'est des Voilà. centres de recherche qui sont liés au cégep. Il y en a une cinquantaine au Québec. Et c'est vraiment des petites perles parce qu'ils travaillent en recherche, non pas en recherche fondamentale, mais en recherche appliquée. Puis c'est des organisations qui ont pour mission d'aider au développement économique en appuyant les PME dans leur déploiement. Et il y en a tantôt en mine, en foresterie, en optique photonique et à Bois-de-Boulogne, on a la chance d'avoir Jacob, qui est un CCTT en intelligence artificielle. Et donc, je salue mon collègue Pierre, notre collègue Pierre Rosin, qui est avec nous depuis le début à Littératia. Et donc, avec Pierre, avec Pierre, avec des étudiants stagiaires, on a eu la possibilité de développer des capsules de formation en français. Sandrine le mentionnait tout à l'heure, il y avait peu de choses à l'époque. Donc, pour aider les profs à faire du prompt engineering, la rédactique, là, selon l'Office de la langue Ah, française. voilà, c'est ça le mot. Oui, rédactique. Et donc, s'approprier de ChatGPT, d'autres outils comme Midjourney, par exemple, pour générer des images et autres. Donc ça, c'est un premier, ça a été le premier véhicule qu'on a
qu'on a déployé ces capsules de formation-là. Hmm. Deuxième élément ce qu'on essaie de mettre en place, c'est la construction de cas d'usage dans chacun de nos contextes. On a chacun des succès ou des échecs et on essaie de faire en sorte que nos collègues, nous-mêmes, on essaie de documenter tout ça pour se polliniser là, entre Ben oui. nous. Puis diffuser la bonne nouvelle, partager les bonnes pratiques. Exact. Et puis le dernier véhicule, c'est le plus important et c'est intéressant qu'on se parle aujourd'hui parce que cette phase-là vient de commencer cette semaine même avec les collègues de l'AQPC, avec les collègues du campus numérique qui nous soutiennent là-dedans. On a lancé une communauté de pratique où là, on a réuni une vingtaine, 24 pour être exact, d'acteurs interordres, donc universitaires, intéressant, collégiales, et on se donne un plan de travail. C'est la COP 2025. On s'est donné un plan de travail pour c'est ça, s'entraider à nouveau, toujours les mêmes thèmes, s'auto-former. C'est le fun, une communauté de pratique, là, j'ai participé à plusieurs, là. Tu rencontres des gens, il y a une belle collégialité qui s'installe là-dedans, puis justement, on partage les problèmes, les pistes de solutions, puis tranquillement, il y a un corpus de savoir là, très organique qui se déploie à travers tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'est partout sur le territoire. Il y a quelques personnes de France aussi, mais c'est partout sur le territoire et on espère que chaque personne dans leurs organisations vont servir d'agents ouais, exact. Agents de transformation. Puis, comment on fait pour accéder à Literacia, ces outils-là, participer à tout ça? On communique avec vous, on va sur Internet. Si moi, là, je veux accéder à ces outils-là, est-ce que c'est accessible à tout le monde ou Absolument. En partant, la subvention étant de l'argent public, donc nous, on avait reçu une première subvention du pôle en intelligence artificielle de Montréal en enseignement supérieur, donc un premier 60 000 $ en 2022. Ensuite, on a reçu une deuxième subvention du pôle interordre de Montréal. Et là, pour le coup, en fait, c'est l'évolution du nom du pôle intelligence artificielle de Montréal en enseignement supérieur, parce qu'il a changé de nom pour être plus focalisé sur la dimension d'interordre. Mais la notion d'intelligence artificielle demeure très présente au cœur de leurs activités et de ce qu'ils soutiennent, puisque ça demeure un enjeu du moment. Donc, dans ce sens-là, on a reçu une deuxième subvention de 60 000 $. Et c'est cette deuxième subvention qui a pour objectif de développer cette fameuse communauté de pratique à laquelle pour répondre à ta question, à laquelle on accède très simplement au sens où nous, on a un site web depuis le départ qui s'appelle literacia.ca. Donc, en effet, on tape LITERATIA, le fameux IA de la fin, .ca. Et donc, on se retrouve sur le site même. Là, on a accès à toutes les ressources qui sont des REL, des ressources éducatives libres. Donc, tout le monde peut s'en servir dans les cours, etc. Malheureusement, elles sont encore très d'actualité pour quelqu'un qui débute, mais malheureusement, c'est aussi des ressources qui vont périr assez rapidement puisqu'on sait que ça évolue très vite. Ouais. Et là, à ce niveau-là, on va être je dirais, renouvellement de ressources à partir du moment où notre communauté va commencer à produire. Parce que les fameux cas d'usage dont parlait Bruno, ce qui est très intéressant dans notre forme de communauté de pratique, c'est que, à l'inverse de beaucoup de communautés qui existent sur l'IA, sur Internet depuis l'arrivée de ChatGPT, ce sont beaucoup des communautés où on va simplement comme partager un outil ou dire tiens j'ai vu tel article, donc on va relayer, on va faire de la veille, mais on va pas autant avoir un recul si tu veux sur comment on s'en sert et pas simplement triper sur la technologie. Puis je le disais hier quand on avait notre première rencontre avec la communauté de pratique, la posture qu'on essaye d'avoir, c'est de dire c'est pas parce qu'il y a une solution technologique qu'il s'agit d'une solution pédagogique, pas du tout.
Et c'est ça le problème. Nous, ce qu'on veut, c'est se pencher sur l'usage. On veut comprendre en quoi ça vient aider un professeur dans une de ses tâches, soit à préparer un cours, soit à préparer un exercice, un quiz, un examen même. Jamais remplacer le professeur, mais toujours l'assister dans ce qu'il fait. Ou bien, par exemple, l'assister en classe à développer chez les étudiants un regard critique sur un élément de sa matière, etc., etc. Donc vraiment de s'en servir comme quelque chose qui augmente, qui outille, et non comme quelque chose qui remplace. Et idéalement avec tous les aspects, toi qui es en éthique, avec tous les aspects éthiques qui se rattachent à ces usages, les droits d'auteur, etc. On est tous au courant que l'IA provient elle-même d'un énorme plagiat, là. Je veux dire, c'est toute la réalité. Oui, il y a des enjeux éthiques en amont là, qui sont impressionnants. Là, ouais. Exactement. Ben, c'est très inspirant tout ça, ces outils. C'est sûr que le besoin il est là. Moi, je le sens à la fois de mes étudiants et de mes collègues, je dirais. Mes étudiants, ben, ils savent plus trop là, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, comment le faire, comment utiliser, parce qu'ils pensent qu'il y a juste ChatGPT. Il n'y a pas juste ChatGPT. Il y en a d'autres. Puis, ben, mes collègues aussi là, sont tout mêlés là-dedans. Là. C'est sûr que au début, ils étaient plutôt réticents. Puis c'est vrai aussi avec la technologie en général. Là, il y a toujours le pied sur le frein qui est souvent là. Puis comment on utilise ça, comment on utilise ça en enseignement, comment on utilise ça en recherche. Les besoins sont criants. Puis l'Iteratia, ça peut peut-être répondre à certaines questions et besoins. Deuxième sujet, écoutez, je vais transiger vers notre deuxième sujet. Je voulais parler justement de ces universitaires. Vous participez à plusieurs rencontres. J'aime bien parler de ces rencontres-là là, parce que ça nous permet d'aller identifier des thèmes qui sont là, qui sont peut-être les plus présents, je dirais. On le voit, là, c'est quoi qui est les tendances et les préoccupations quand on regarde un petit peu les programmes de ces congrès-là. Je sais que Sandrine a participé au Hack Apprendre. Hack Apprendre. Je vais le dire doucement parce que c'est ça. C'est bon, ils n'ont peut-être pas pensé à la prononciation en le nommant comme ça, mais c'est compliqué. Hack Apprendre IA 2024, c'était organisé avec en collaboration avec l'Université catholique de Louvain, tout ça. C'est en Belgique. On a plusieurs de nos auditeurs qui sont là-bas. Tiens, on les salue. Une conférence où justement les participants se sont concentrés sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais pour transformer les institutions universitaires. C'est pas la seule conférence sur le sujet, Sandrine, mais je le disais en entame, là, ces rencontres, ça nous en dit souvent beaucoup sur les enjeux du moment. C'est quoi les questions, les thèmes que justement les organisateurs ont jugés importants là, pour guider vos discussions, Sandrine? D'abord, je dirais, on a participé tous les deux avec Bruno. On est allés ensemble en Belgique pour l'événement parce que, en fait, Literatia était partenaire, si on peut dire, du Hack Apprendre IA 2024 qui était mis sur pied par le Louvain Learning Lab, le LLL, qui est un gros laboratoire pédagogique très connu dans la francophonie, mais particulièrement en Belgique. Et donc, c'était plus comme un hackathon, je dirais, qu'une conférence. Donc, juste pour situer un peu l'événement, l'idée, c'était qu'il y avait, je dirais, une centaine de personnes qui étaient réunies dans la même journée autour d'une série d'activités. Ça a commencé par quelques conférences, dont plusieurs personnes assez actives de la communauté en termes de pédagogie, là, je veux dire. Et nous, on avait ensuite différents ateliers. Donc, on était réunis comme équipe ou comme table, si tu veux. Il y avait une dizaine de tables, huitaine de tables, en fait, là-bas, et 2 tables à Montréal, en différé, à distance. Et c'est ça qui était intéressant. 2 tables à Montréal couvraient les mêmes sujets que 2 tables en Belgique. Et de notre côté... En différé, pas en même temps. C'est intéressant de voir comment les discussions, l'effet de groupe, là, comment que ça peut avoir peut-être sur les conclusions ou les pistes de réflexion.
Exactement, exactement. Puis à ce niveau-là, on a remarqué, si je peux dire, que il y avait un certain, je dirais, point commun entre la Belgique et le Québec, où on arrivait tous avec, comment je pourrais dire, la conceptualisation de ce qui serait idéal. Mais au niveau de la mise en œuvre, tout le monde est encore un petit peu au même stade, c'est-à-dire que on commence à explorer. Je dirais que Puis, c'était pas idéalement, c'est quoi concluant. qu'on s'imaginait? Alors, idéalement, c'est vraiment un setup où l'IA fait partie de ton enseignement comme un outil d'assistance et non comme un outil de remplacement, mais il est très bien balisé par le cadrage, disons, universitaire, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et il est aussi très bien balisé au niveau éthique, ce qui n'est pas encore le cas. Puis, où on s'entendait moins sur les chemins pour atteindre ces idéaux-là, là, c'est où que ça achoppait? Ben, je dirais que l'Europe a tendance à être un tout petit peu plus, je dirais, régulatoire. Et donc, dans ce sens-là, j'ai l'impression qu'ils vont aller plus vite à former au sein de leurs universités des cadrages, comment je pourrais dire, des personnes compétentes, des ressources. Par contre, au niveau de l'exploration, je suis pas sûre que le Québec risque pas d'aller un peu plus vite dans la mise en Ah place et oui. l'essai des différents outils. Mais Bruno, on s'entend que je veux pas présumer. Là, je veux dire, oui. c'est pas une compétition ici. C'est Non. plus quelque chose de culturel. On s'entend. Oui, 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 je comprends tout à fait. Bruno, je te voyais réagir quand on essayait de voir les freins, les obstacles, les différences pour atteindre les idéaux qu'on s'était donnés, là. Ouais, ben c'était vraiment un super beau moment, mais comme Sandrine disait, on est un peu au même endroit. On est en train de mobiliser la communauté. Fait que c'est un beau hackathon pour aider tout le monde à faire les premiers pas, puis à embrasser ou à considérer au moins les changements qui arrivent. On a beaucoup parlé de données, puis de gestion des données, en tout cas dans les tables où moi j'ai participé. Sandrine le disait, là, ils ont une attention beaucoup plus aiguë là, sur ces questions-là. Et tant mieux, ça nous aide, nous aussi, de ce côté-ci, à considérer cette dimension-là. Là. Ben oui. La protection des données avec leur RGPD, c'est sûrement au menu. Puis je suis curieux de savoir, dans ces discussions-là, vous en avez entendu plusieurs, là, c'est quoi les applications, les outils qui sont mentionnés? Parce que, évidemment, on parle de ChatGPT, mais les experts du domaine, là, est-ce qu'il y a d'autres outils qui commencent à sortir du lot? On a parlé de Midjourney, ChatGPT, Midjourney, puis c'est quoi qui sort d'autre là, lorsqu'on écoute des experts en IA et éducation, là? On parle encore beaucoup de ChatGPT, surtout. Évidemment, Claude commence à devenir... Surtout en Europe, oui, j'imagine. Oui, à prendre beaucoup de place. Le petit cadeau caché, Notebook LLM de Notebook, Google. ouais. On en a parlé au podcast aussi, là. Qui fait de plus en plus d'heureux. Il y a d'autres plateformes, Gamma pour la création de... Mais il y en a tellement, c'est fou. Aussi, il y a Sora dont on entend beaucoup parler. Puis, dans un des ateliers Ils ne sont pas beaucoup à y avoir accès, par contre, à Sora. Là. Moi, j'essaye de par tous les chemins de travers d'essayer d'avoir accès à ça. C'est compliqué, mais effectivement, les images semblent intéressantes, là. Il y a Anthropic qui commence à aussi arriver. Donc, il y en a plusieurs. Et dans un des ateliers qu'on avait mené avec Bruno, on avait aussi réalisé qu'il y avait plusieurs petits outils donc qui pouvaient servir dans le cadre des cours, mais qui n'étaient pas forcément dédiés à l'éducation comme telle. Donc, des outils qui te permettent d'enregistrer la voix, des outils qui te permettent de traduire en temps réel, donc ce type d'outils. Faire des transcriptions aussi. Moi, j'ai vu des étudiants aussi prendre mes enregistrements de cours, pousser mes enregistrements de cours dans quelque chose qui fait la transcription, puis avec la transcription, on fait le résumé de mon cours. J'ai vu ça aussi avec Notebook LM, on en a parlé, là. Il y en a qui poussaient directement ma vidéo sur YouTube là-dessus, puis il y avait un résumé, puis un petit podcast de 10 minutes sur mon cours en anglais un peu, là, mais on voit que les possibilités sont là, là.
Exactement. OK, on parle de ChatGPT, on parle de Notebook LM, on parle de Midjourney, on parle de toutes sortes d'outils. J'imagine aussi que dans les corridors, quand on parle d'intelligence artificielle en éducation, j'imagine qu'il y avait on entend aussi parler des craintes, parce que il y en a plusieurs qui sont craintifs, puis qui ont toutes sortes de préoccupations. Vous avez parlé de la gestion des données, ça semblait préoccuper plusieurs là-bas. Est-ce qu'il y a d'autres craintes ou des enjeux éthiques là, qui étaient mentionnés le plus souvent? On entend parler de plus en plus de sobriété numérique, l'impact environnemental de ces outils-là, avec raison. On a aussi parlé de propriété intellectuelle Ben oui. tout à l'heure. As-tu d'autres idées, Sandrine? L'intégrité, toute l'intégrité académique, bien ça sûr, c'est bien sûr. vraiment au cœur de tous les enjeux au niveau éducationnel, là. C'est clair que la volonté d'utiliser les outils d'IA générative de façon éthique sont beaucoup ou reposent beaucoup sur la question de jusqu'à quel point les étudiants vont être suffisamment sensibilisés à ces réalités-là pour ne pas faire le raccourci un peu trop facile Oui. de remplacer le recul critique et la réflexion, l'apprentissage par l'outil, justement. À quel endroit et de quelle façon on peut réussir à transmettre cette conscience. Le plagiat, c'est pas arrivé avec l'IA, là. Le plagiat Non. existait bien avant l'IA. Ah oui. Donc, c'est même ce qui l'a aidé à naître d'une certaine façon. Donc, comment on peut, à partir de là, réussir à transmettre quelque chose? Ça, je sais pas. Je sais pas comment on va. Ça, je pense que c'est l'enjeu que tous les professeurs ont dans leur mire. C'est ça, c'est que soudainement, ces outils-là viennent ouvrir un monde de possibilités aux enseignants qui ont plus besoin de travailler avec des programmeurs. Tu sais, il y a des gens qui racontaient avoir développé des modules avec des équipes de programmeurs pendant des semaines et des semaines, et soudainement, ils sont capables de faire la même chose seuls en quelques jours, en quelques heures. Fait que ça ouvre un grand potentiel, Ouais. mais et donc ça, c'est le côté positif de la force. Puis l'autre côté, ben, c'est cette paresse intellectuelle-là. Comment est-ce qu'on fait pour mobiliser ces outils-là en favorisant le développement des cerveaux, tu sais, non pas Ouais. Fait que il est là le défi. Tu sais. Ouais, c'est vrai qu'on s'est braqué vite autour du plagiat, mais les enjeux d'intégrité ont toujours été là. Comment on fait pour utiliser ces outils, que ce soit comme étudiant ou comme chercheur aussi, là, mais arrimer ces outils-là avec les idéaux des institutions concernées, là, la vérité, l'honnêteté, la collégialité, l'autorat. On n'a pas inventé tout ça. Intéressant de recadrer tout ça. Sinon, Sandrine, je voyais que dans certaines des entrevues, tu parlais que les IA génératives risquaient d'accroître une forme d'iniquité accrue dans les institutions interordres, comme vous dites. Qu'est-ce que tu veux dire par inéquité accrue en intelligence artificielle? Ben, c'est dans le sens où on sait qu'aujourd'hui, déjà, on parlait de fracture numérique ou souvent on parlait de problèmes d'inclusion numérique. C'est le nouveau terme pour parler de cette évolution du phénomène, c'est-à-dire que la fracture, elle n'est pas seulement au niveau de l'équipement, elle est au niveau donc de l'accès aussi, c'est-à-dire avoir la compétence informationnelle, ça demande d'être exposé. Donc de plus en plus, la compétence numérique va aller au-delà de simplement avoir accès aux outils. Ça va aussi être quelque chose qui est extrêmement lié à l'exposition à ces outils, à l'usage de ces outils, etc. Donc, comment l'école, de façon générale, c'est-à-dire qu'elle soit primaire, secondaire ou universitaire, va réussir à maintenir une forme d'inclusion qui va garder cette forme d'équitabilité, si je peux dire, d'équité pour tous dans l'accès à cette connaissance et à ces Ouais. outils
d'augmentation finalement des capacités. Et c'est là où on peut voir une fracture et un gouffre s'élargir si on ne fait rien et si on c'est ne ça, le... c'est comme si l'intelligence artificielle avait pas... on n'a pas inventé ça avec l'intelligence artificielle. L'inéquité numérique, c'était là, quand on regarde la distance entre ceux qui maîtrisent la technologie puis d'autres moins, que ce soit entre moi et mes parents, disons. Des fois, il y a une marge. Donc, inéquité numérique, c'est là. Ajoutons l'intelligence artificielle, ça risque de décupler le problème. C'est ça un peu avec les enjeux en ce moment. C'est comme si on ajoute de l'intelligence, un petit peu d'intelligence artificielle, les problèmes qui étaient à un certain seuil, tout à coup, dépassent un autre seuil. T'sais, nos étudiants continuent d'avoir des enjeux d'accès de base aux plateformes numériques, des ordis de qualité, des réseaux de qualité, une formation adéquate. C'est sûr que l'intelligence artificielle va juste amplifier ce fossé-là. Oui, mais inéquité de connexion, on l'a vu là, au début de la pandémie qu'on n'était pas tous on n'était pas tous égaux en cette matière. Ben écoutez, un beau parcours, super intéressant, de bien beaux thèmes. Quand on parle d'éducation, on parle de quelque chose d'essentiel, puis ces réflexions-là sont là avec l'intelligence artificielle. Dernière question, peut-être, quand on parle d'éducation, on parle aussi de cette relation humaine-là. C'est parfois l'enjeu. Là, on parle de relations numériques ou aux ordinateurs, mais avant tout, l'éducation, c'est des relations entre des humains. Moi, ça m'intéresse en tant que prof. Là, je suis prof, vous êtes prof. On essaye tous de créer une relation humaine avec nos étudiants, malgré la distance, ou avec la technologie, on va dire avec au lieu de malgré. Je fais toutes sortes de choses. J'imagine que vous faites toutes sortes d'efforts là, pour essayer de maintenir cette belle relation humaine. Je voudrais peut-être vous entendre sur la qualité justement de cette relation humaine en éducation avec l'accroissement du numérique, l'ajout de l'intelligence artificielle. À quoi ça pourrait ressembler, cette belle relation humaine accompagnée d'IA dans quelques années? Faites-nous rêver peut-être. Commençons par Sandrine. C'est une bonne question. Moi, j'ai toujours vu un usage de la technologie qui soit au service de l'humain. Donc, moi, je prône une IA centrée sur l'humain, une IA qui va au départ respecter justement le besoin humain qui va être exprimé dans le contexte dans lequel elle va être utilisée. Donc ça veut dire que si on part du principe d'ergonomie, moi j'ai été formée à l'ergonomie cognitive, n'est-ce pas, en étant en IHM, je pense que tout ce qui est critères ergonomiques de type l'utilisateur doit garder le contrôle sur l'interface, l'utilisateur doit avoir de la rétroaction en tout temps sur ce qui est en train de se passer, donc de la transparence dans le système, savoir qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe. Donc tous ces éléments-là qui sont des critères d'un système d'évaluation d'un bon système dans le sens ergonomique du terme, bon système dans le sens qui respecte l'ergonomie de l'humain qui effectue la tâche. Moi, je pense que c'est ce que je souhaite. Je souhaite une IA qui soit développée avec ces mêmes principes-là. Et je pense que dans ce sens-là, l'ergonomie cognitive et toutes ces évolutions, c'est-à-dire pas seulement le cognitif, mais aussi maintenant la dimension plus affective qu'on connaît mieux en recherche, etc., notamment avec les robots conversationnels. C'est beaucoup l'enjeu de la recherche en ce moment, en tout cas dans les recherches que je fais. Et c'est là que je trouve que ça serait vraiment intéressant d'aller. Je voudrais mentionner un exemple qui m'a beaucoup frappé. On veut beaucoup que la machine ressemble, le paradigme actuel, c'est qu'on voudrait que la machine ressemble le plus à l'humain. On parle d'intelligence artificielle, qu'on voudrait qu'il y ait comme une forme d'intelligence, alors que on C'est vrai s'entend que c'est c'est ça pas... qu'on tente d'atteindre, qu'il y ait une machine qui ressemble à l'humain. C'est ça. Alors que on s'entend que l'intelligence artificielle, c'est pas plus que des très bons algorithmes
avec une excellente capacité de calcul phénoménale, avec des grands modèles en arrière qui permettent tout ça. Donc, je dirais que dans un usage comme, par exemple, la thérapie pour les soldats qui revenaient de l'armée, là, dans ce cas-là, ils préféraient parler à la machine plutôt que parler à un humain. Ils n'étaient pas capables de s'ouvrir à des thérapeutes. Pourquoi? Parce que il y avait cette sensation d'être jugé, alors que lorsqu'ils parlaient avec des robots, là, pour le coup, c'était au contraire cette qualité du robot de ne pas juger, de ne pas avoir cette conscience humaine, de ne pas, qui leur permettait de se révéler. Et pourtant, il y avait quand même le dialogue. Donc ça, c'était très intéressant. Ils avaient l'impression de parler avec un humain, mais en sachant que c'était une machine, ils pouvaient se livrer en ayant une non-impression de jugement. Ben oui, le parallèle, il est bon avec, excuse-moi Sandrine, avec l'éducation. Je vois, c'est aussi les commentaires que j'entends chez mes étudiants, là, c'est-à-dire que poser une question à un prof, ben ça te rend vulnérable, là, c'est-à-dire que tu montres aussi ce que tu sais pas, puis peut-être que tu devrais savoir, puis d'avoir ces interactions-là avec ces outils, c'est ce qui est agréable. Là. Regarde, il me jugera pas si je sais pas c'est quoi interordre. Là. Je vais juste lui demander, puis il va me dire c'est quoi la réponse. Donc, c'est intéressant ce rapport-là aux machines ergonomiques. Exactement. C'était ce que je voulais amener comme parallèle pour montrer qu'il faut pas toujours vouloir que ça représente l'humain, parce que ça, c'est le paradigme actuel, mais peut-être qu'en effet, au contraire, il faut qu'on sache où est la place de la machine et où est la place de l'humain, et compléter les forces de chacun, c'est-à-dire se servir des deux pour que les forces se complètent et non essayer au contraire de faire absolument une symbiose absolue. Oui, des humains, on en a peut-être assez, là. Peut-être ce qu'on a besoin, c'est autre chose. C'est intéressant le paradoxe parce que c'est vrai que l'idéal, quand on nous le vend en intelligence générale, intelligence artificielle générale, ce qu'on dit, c'est qu'on veut avoir une intelligence qui serait celle d'un humain. Mais, et si l'objectif, si on se trompe d'objectif, là, ça serait pas peut-être mieux d'avoir une sorte d'intelligence, justement, qui est non humaine, mais qui est complémentaire. C'est sûr que ça pose plein de défis aux enseignants, aux professeurs, parce que c'est encore tôt pour répondre à la question. Tu sais, tu nous demandes de faire rêver. Je suis pas sûr le mandat est un peu ambitieux. Pour certains profs, ça ressemble plus à un cauchemar, là, mais d'où ma question, là. Oui, en effet. Puis tu sais, il y a eu par exemple des gens qui ont analysé c'était des médecins et ils ont scoré, ils ont évalué l'empathie chez un robot conversationnel qui offrait des services de médecine versus l'empathie des vrais médecins. Oh non. Je vous laisse deviner qui a gagné. C'est aussi j'ai mes hypothèses. Ça pose ce défi-là aussi pour les enseignants. Comment est-ce qu'on va se positionner dans cet univers-là? Puis tout n'est pas négatif. Je pense au téléenseignement. Paradoxalement, ça m'a rapproché de mes étudiants parce que dorénavant, ils sont capables de me rejoindre en un clic, puis on a des conversations un à un que je pouvais pas avoir à l'époque ou dans mon bureau où il y avait trop de bruit et tout ça. Donc on peut espérer que l'IA générative, que l'IA en général va nous libérer du temps pour passer plus, pour développer des relations de meilleure qualité avec nos étudiants. En souhaitant que ce soit le cas, une intelligence artificielle qui place l'humain au cœur de tout ça, centré sur l'humain, ergonomiquement parlant, centré sur l'humain, puis que ça s'inscrive comme ça là, dans un dialogue, que ça nous permette tous ces beaux rêves. On va essayer de en tout cas, c'est une belle direction à prendre, puis ça en prend des idéaux, même si on se rend pas toujours à destination. Moi, ça fait du sens. Écoutez, Sandrine, Bruno, on va conclure là-dessus. C'était Sandrine Prom-Tep, professeure au département de marketing de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. Merci, Sandrine. Merci beaucoup à toi, Jean-François. Merci de nous avoir vus. Et Bruno Santerre, professeur au Collège de Boulogne. Merci, Bruno. Merci Jean-François. Si tu me permets, juste en finissant, je voudrais juste saluer Fanny Joussemet de la QPC
Sylvain Deshôtels et Cathy Jonca du campus numérique, Melissa Gopal-Krishna, qui est conseillère pédagogique à Bois-de-Boulogne, Yves Mon, qui travaille aussi avec Sandrine à l'UQAM, conseiller pédagogique, et Pierre Rossin, on en a parlé tout à l'heure de Jacob, c'est vraiment ces gens-là qui nous aident à propulser Littératia, donc on est heureux de collaborer. Et merci de ton accueil, Jean-François. C'est bien gentil. Merci Bruno, belle attention à l'endroit de... C'est vrai qu'on remercie jamais assez les collègues, les proches, ces beaux projets-là, ça se fait toujours à plusieurs mains. Merci à vous deux. Et merci à vous, chers auditeurs, auditrices. On se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.